Salut, on se retrouve pour un vlog littéraire. J'avais envie de prendre ma caméra et de vous embarquer dans cette semaine qui promet d'être vraiment très chouette. Je vous expliquerai pourquoi, ou en tout cas plutôt vous allez le découvrir. Et on est donc lundi. Et il est 16h et je débute à peine ce vlog, c'est parfait. Je viens tout juste de rentrer du travail et c'est pour ça que j'allume à peine ma caméra. Je vous prends pas au travail, il n'y a rien de très passionnant si vous êtes là pour les livres. J'entame ce vlog avec la lecture du tome 6 de La Roue du Temps, toujours écrit par Robert Jordan. Et c'est donc la deuxième partie du tome 3 en grand format. Vous commencez à avoir l'habitude parce que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Et j'ai dépassé la moitié hier soir. Je suis donc à la page 264 et ça se lit plutôt bien. Je pensais pas avoir autant avancé dans le week-end vu que j'étais quand même très prise, mais trop bien. Le livre est plaisant. En fait, je trouve qu'on retrouve toujours les mêmes défauts, à savoir un rythme très lent, des personnages parfois caricaturaux, du sexisme. Voilà, il y a des passages où les protagonistes féminines sont vraiment en train de mener une quête, de faire des combats magiques, de négocier, de faire avancer en gros l'intrigue. Et au milieu de tout ça, un homme les regarde et tout s'arrête parce que l'auteur écrit, et c'est vraiment écrit tel quel, préfère que l'homme les regarde plutôt que de faire ces quêtes un peu incroyables qu'elles sont en train de mener. Et ça, j'avoue que ça me saoule de plus en plus. Mais l'histoire avance et j'ai envie de savoir quand même le fin mot, pourquoi ces trois garçons sont à Vérène. Alors je suis pas très sûre de la prononciation, on va le dire comme ça. Je suis toujours très fan de Maureen et j'ai envie de savoir la suite. La concernant, en fait, j'ai envie de pouvoir avoir suffisamment avancé pour lire le préquel. Donc voilà, donc l'objectif de ce soir et surtout de demain et de mercredi matin, j'ai un impératif à partir de mercredi matin, c'est de le finir. Donc il me reste moins de 300 pages, il me reste donc 240 pages précisément à lire en un peu moins de 2 jours. Donc ça, c'est ma lecture en cours et ma seule lecture quasiment. Pour ce qui est du programme aussi de cette fin d'après-midi, je vais faire d'abord du montage, c'est ce que je vais faire là tout de suite. Non pas de ce vlog, mais de la vidéo qui est pour vous sortie dimanche dernier et qui moi va sortir ce dimanche, que j'ai pas trop commencé à monter et qui me demande beaucoup de temps de montage malgré tout. Et il faudrait que j'avance parce que j'ai des copies d'élèves, mais ça c'est autre chose à corriger. Et je vous reprendrai pour vous parler de ce livre-là et surtout de mes autres lectures en face caméra. Et sinon, je vous embarque dans ma semaine avec moi. On est mercredi, donc 2 jours après le premier clip face caméra que je vous ai fait. Et je reviens vers vous parce que j'ai donc terminé La Roue du Temps, le tome 6 de Robert Jordan. J'ai lu donc les 250 pages qui me restaient hier et ce matin. Il m'en restait plus beaucoup ce matin. Je suis trop contente de l'avoir terminé. J'ai vraiment trop aimé et en même temps pas tant que ça. Enfin, c'est toujours ce rapport hyper ambigu à La Roue du Temps dont je vous ai déjà maintes et maintes fois parlé. Ce que j'ai aimé dans ce tome, les événements s'accélèrent, notamment en fait les 4 quêtes parallèles qu'on a se rejoignent et tous nos personnages finissent par se rejoindre. Et c'est ça que j'aime bien dans La Roue du Temps, c'est qu'on a des quêtes individuelles qui servent la quête collective et on voit pas forcément au début comment ces quêtes individuelles vont se regrouper, comment elles vont
vont servir cette quête collective et du coup faire avancer l'histoire. Mais au fur et à mesure, on comprend et les rouages qui ont été mis en place fonctionnent. On est vraiment happé par du coup cette quête plus grande que les protagonistes appellent la trame. Et j'ai toujours de grand plaisir en fait à retrouver nos personnages principaux réunis ensemble et travaillant de concert pour battre les forces du mal. Parce que oui, quand même l'histoire ça reste somme toute très classique, le bien contre le mal, et sans forcément de nuances sur ce qui est le bien et sur ce qui est le mal, et les motivations de chaque camp et protagoniste. Le tome se conclut avec tous nos personnages réunis, j'ai quand même hâte de savoir la suite. Sans grande surprise, je pense, ils et elles vont se séparer pour vivre de nouvelles quêtes individuelles. Chacun a son nouveau défi, sa nouvelle étape à franchir pour faire avancer l'histoire. Je vous disais que j'aimais bien cette dimension quête individuelle qui se regroupe en quête collective avant de redevenir quête individuelle. Ce que j'aime beaucoup moins dans La Roue du Temps, certains des personnages, et notamment des personnages principaux, rendent m'insupportent. Matt, dans ce tome, ça va mieux, mais je suis pas hyper fan de ce bonhomme qui pense juste à courir des jupons et à jouer au dé. Les personnages féminins sont quand même assez stéréotypés. Elles sont dépeintes quand même de manière assez fragile et faible, alors même qu'elles ont des super pouvoirs, qu'elles sont ultra badass en vrai. Mais elles sont souvent en groupe, elles sont jamais seules à mener leur quête, etc. Il y a quand même une dimension très sexiste et un regard très masculin sur ce qu'est une femme, et c'est sur les quêtes de ces femmes-là qui ont les meilleures connaissances sur ce monde, qui ont les meilleurs pouvoirs, qui font des actions vraiment d'utilité collective ou publique, qui font vraiment avancer la trame, le camp du bien, alors que les hommes ont des intérêts individuels qui priment, et pourtant il y a peu de critiques de ces intérêts personnels, égoïstes. Bref, du coup, je suis contente d'avoir avancé et du coup d'avoir clôturé le tome 3 ici avec cette partie 2. Il faut pas que j'attende trop longtemps avant de lire la suite parce que, encore une fois, sinon je vais pas m'en rappeler. Si vous êtes dans le même cas que moi, sachez que les résumés de Wikipédia sont spoilants et très bien faits. Et comme j'ai fini La Roue du Temps et je vous disais dans le début de ce vlog que c'était un week-end prolongé, c'est férié du coup demain et vendredi nous faisons le pont. Nous partons avec des amis dans la campagne parisienne, dans le Vexin, à la frontière avec la Normandie, et j'ai donc pris 3 lectures pour 5 jours là-bas. Je vais pas tout lire, pas du tout, c'est pas le but, mais en fait je suis indécise sur ce que je veux lire, enfin sur ma deuxième lecture, vous allez très vite comprendre, et donc je me suis dit que j'allais en prendre plusieurs et que je déciderai sur le moment ce que j'ai envie ou pas de lire et d'échanger avec les copains-copines. Le livre dont je suis sûre que je vais lire là-bas, et c'est fait exprès, c'est L'événement d'Annie Ernaux. Je pense que vous connaissez, d'autant plus qu'il y a eu l'adaptation du film l'année dernière, il me semble, et qu'elle a gagné le prix Nobel de littérature en 2022, comme c'est écrit ici. Elle raconte dans ce court récit son avortement. Et après, j'hésite entre 2 livres. Le premier, c'est le livre noir de l'agriculture, écrit par Isabelle Saporta. C'est une journaliste qui enquête sur les scandales dans l'agriculture, sur les dégâts environnementaux, sanitaires, etc. Bref, il est dans ma pile à lire du Shiny Spring Challenge, donc je vous l'avais déjà présenté dans cette vidéo, et je l'ai toujours pas lu, et le challenge finit fin mai, donc il serait temps que je le lise, et il fait un peu moins de 250 pages. Et troisième livre que j'ai pris, c'est Les 9 vies de Sappho de Laure de Chantal, qu'on m'a offert récemment. Et je sais pas trop de quoi ça parle, hormis que c'est une biographie peut-être romancée, peut-être qu'avec quelques libertés prises, de Sappho, donc qui est une femme vivant au 7e siècle avant Jésus-Christ dans la Grèce antique. Et elle est connue pour être une poétesse et aussi une des premières femmes lesbienne attestée. Et comme je connais pas du tout sa vie, et comme ça a l'air hyper intéressant et qu'elle est pionnière dans pas mal de domaines, je me dis que ça peut être sympa. Et pareil, ça fait 250 pages, c'est écrit hyper gros, hyper aéré, donc voilà. Donc pour le programme, vous allez le voir du coup, lecture de Annie Ernaux et un de ces 2 livres, voire les 2.
Lors de ce week-end à la campagne, comme je vous le disais, j'ai commencé par lire Annie Ernaux, L'événement, que j'ai vraiment bien aimé. Donc je vais pas vous le résumer entièrement parce qu'il fait que 120 pages et c'est un récit qu'il faut découvrir par soi-même. Dans les grandes lignes, on suit donc les événements qui précèdent et qui suivent ce qu'elle appelle donc elle l'événement, à savoir son avortement. Donc toutes les étapes pour trouver ce qu'on appelle une faiseuse d'ange, pour se prémunir contre les risques, notamment en prenant médicaments, et aussi les suites de cet avortement, comment elle le vit et surtout les complications qui en découlent. J'ai trouvé que c'était très poignant de lire ce témoignage quand on le réinscrit en fait dans sa dimension historique. À l'époque, le droit à l'avortement n'existait pas, il était surtout illégal d'avorter, très dangereux du coup de le faire, et je trouve ça vraiment très fort que du coup des personnes qui vont avorter témoignent de manière personnelle et personnalisée, et que ces récits nous aident, parce que je pense qu'il y a très peu quand même de récits entièrement basés sur l'avortement. Et ce qui est touchant dans ce récit-là, c'est que même s'il y a des personnes qui viennent l'aider, et notamment deux femmes, donc la faiseuse d'ange et celle qui lui donne le contact, l'adresse, Annie Ernaux est quand même toute seule dans une solitude incroyable, à la fois parce que c'était illégal d'avorter, à la fois parce que les normes et les valeurs de la société d'époque étaient celles-ci, mais je pense aussi que cette solitude, elle se réfère au fait que peu de gens ont témoigné, c'est ce qu'elle dit, et qu'elle a eu peu d'exemples avant elle. Je trouve ça très fort d'aller briser du coup cette solitude que peuvent avoir et ressentir du coup les personnes qui avortent. C'est un court texte d'Annie Ernaux que je vous conseille si vous connaissez pas l'autrice, et si ce thème-là vous plaît, attention quand même à quelques trigger warnings parce que certaines scènes sont quand même décrites avec des détails peu choqués mais qui sont néanmoins très importants. Deuxième livre que j'ai lu dans le Vexin, c'est le livre noir de l'agriculture, écrit par Isabelle Saporta, qui est une journaliste, et j'étais trop contente de le lire. En plus, à la campagne, c'était vraiment un coin parfait pour le lire. Donc ici, la journaliste développe en quoi notre agriculture intensive et productiviste détruit à la fois les terres, donc une dimension écologique, détruit à la fois la société et détruit également notre économie. Elle développe ça par thématique, et notamment en allant regarder du côté de plusieurs branches de l'agriculture, donc par exemple les tomates, les pommes de terre, la culture du maïs, etc. Mais aussi, et c'est le chapitre qui m'a le plus marqué, elle va aller voir ce qui se passe du côté des fermes porcines de Bretagne. Et j'ai trouvé que c'était un essai très facile à lire, vraiment à la portée de tout le monde, avec des chiffres, des sources de témoignages, très bien documentés, très solides sur le fond, pas du tout jargonnant, qui explique aussi la facilité en fait qu'on a à le lire. Et j'ai trouvé qu'elle avait vraiment des chiffres chocs et qui retiennent l'attention en fait des lecteurs et lectrices, et des chiffres qu'on peut très facilement ressortir. L'argumentaire est vraiment bien fait, et je voudrais développer avec vous peut-être juste le point sur les cochons qui m'a le plus marqué et qui vous permettra de comprendre ce triptyque d'enjeux, donc écologique, économique et sociétal. Donc en Bretagne, il y a 3 fois plus de cochons que d'habitants, donc déjà la stat est quand même incroyable, et ils sont élevés dans des conditions ignobles. Ils sont donc entassés dans des fermes, comme je vous disais préalablement, donc là on est vraiment dans une agriculture intensive dont le seul but est de faire le maximum de rendement possible pour enrichir des acteurs économiques, et on va voir lesquels. Donc il faut savoir que le nombre de variétés de cochons a diminué très fortement depuis la Seconde Guerre mondiale, et qu'en plus on a sélectionné des variétés, des races
spécifiques de cochons, celles qui augmentaient les rendements. On a une corrélation ici, voire une causalité entre la sélection des races les plus productives et la baisse du nombre de variétés de races de cochons. Un autre constat qui est fait, c'est celui de l'augmentation très très forte de la taille des exploitations, donc de ces fermes porcines, pour justement pouvoir concentrer l'augmentation du nombre de cochons qu'il y a eu également sur la période. Donc on a un double volet, plus de cochons, plus en termes de volume, mais en même temps moins de diversification de races. Qui dit agriculture intensive dit aussi rationalisation de la production. Donc on a l'ajout des machines qui vont venir dans un premier temps distribuer la nourriture. Les cochons, ils ont comme un code barre pour en fait la machine va scanner ce code barre et va délivrer la dose exacte de nourriture, mais aussi des machines pour rationaliser aussi pour savoir quand est-ce que les truies sont prêtes à être fécondées. On a un premier problème qui se pose avec tout ça, c'est qui dit augmentation du nombre de cochons et augmentation des rendements dit aussi augmentation des dépenses d'énergie nécessaires pour arriver à ce stade de la production. On a un premier problème environnemental ici. Je vous donne un exemple aussi. On a modifié génétiquement des cochons, toujours dans cette idée de rationaliser la production pour en tirer le meilleur rendement. Donc on a modifié génétiquement des cochons afin qu'ils soient plus performants pour aller repérer les truies en chaleur. Donc on a un cochon dans la ferme qui ne sert qu'à aller renifler le cul des truies pour savoir si elles sont en chaleur ou pas. Et il ne fait rien d'autre que ça. Mais comme il est triste, il faut lui donner des jeux. Sinon, il est plus très utile à la production. Qui dit rendement dit également augmentation de la quantité de cochons disponibles dans la ferme et donc augmentation du nombre de porcelets par an et par truie, avec des chiffres aberrants de l'ordre de 19 à 20 porcelets par portée, sachant que la femelle ne peut avoir au maximum que 12 ou 13 tétés, où il y a forcément des porcelets qui ne pourront pas téter leur mère biologique. C'est pas grave parce que les agriculteurs et agricultrices ont anticipé ce problème-là et se disent que c'est mieux d'avoir trop de porcelets et de choisir les meilleurs, entendez par là ceux qui auront le meilleur rendement productif et les autres seront tués. Encore une fois, l'idée là c'est d'avoir le rendement, donc si on multiplie le nombre de porcelets disponibles, on va pouvoir choisir les meilleurs. Alors que si on laisse la nature faire son travail, mais on n'est pas sûr de pouvoir sélectionner les meilleurs porcelets. On a donc une aberration écologique de bien-être animal ici et sociétale. La conséquence de ces cycles à répétition avec un nombre de porcelets par portée qui augmente drastiquement, la conséquence c'est que les truies ont des durées de vie très faibles qui diminuent de l'ordre de 3 à 4 ans vraiment maximales. Elles sont envoyées à l'abattoir dès qu'elles ne peuvent plus mettre bas ou dès qu'elles passent trop de temps sans pouvoir être fécondées ou dès que leurs portées sont de moins bonne qualité. Donc vraiment le bien-être animal est pas du tout pris en compte. Autre conséquence de l'élevage porcin intensif, c'est que les cochons ne sortent plus, ils ne voient plus l'air libre, ils sont vraiment enfermés dans des immeubles, j'ai l'impression vraiment des immeubles de cochons. Ils vivent sur des planches qui abîment leurs pattes, ils s'ennuient vraiment drastiquement, surtout qu'on les nourrit, je vais vous expliquer comment après, de manière à ce qu'ils grossissent un maximum. Et donc la conséquence de tout ça, c'est que les cochons s'ennuient. Or, c'est prouvé que quand ils s'ennuient, ils sécrètent une hormone qui va gâter la viande qu'ils produisent ou en gros qu'on va venir prélever sur eux après leur mort. Et donc pour éviter ça, on leur injecte des hormones qui va aussi être mauvais pour la viande. Donc là, on a un vrai problème écologique, sanitaire, économique parce que c'est quand même un gouffre financier. Autre problème écologique de tout ça, c'est l'utilisation très massive d'antibiotiques et de produits sur les cochons pour les engraisser, pour leur permettre de s'engraisser plus rapidement. Et comme je vous l'ai dit, ça coûte extrêmement cher aux agriculteurs. Et en fait, ça va enrichir non pas les agriculteurs, mais les coopératives, surtout les laboratoires pharmaceutiques. À cela s'ajoute énormément de données et d'analyses qu'elle traite donc très bien dans ce livre-là. Par exemple, on nourrit du coup massivement les cochons avec du maïs et du soja pour les engraisser. Et le maïs pollue énormément dans ses modes de production parce que agriculture intensive, productivisme poussé à l'extrême, etc., etc. Et parce que le soja vient de l'autre bout de la planète et nécessite des quantités d'eau astronomiques à mettre entre toutes les mains des personnes qui ne comprendraient pas la nécessité et surtout l'urgence à la fois pour notre santé et pour la planète, mais aussi pour sauver nos agriculteurs et agricultrices qui sont enfermés dans un schéma qui les tue, littéralement. Je vous rappelle juste que les agriculteurs
ont le taux de suicide par profession le plus élevé. Donc vraiment cette urgence, une autre manière de produire, une autre manière de consommer, et aussi dans l'optique de sauver notre planète et de nous sauver, nous humains, de la destruction qu'on est en train de faire, et donc de changer de modèle, puisqu'un autre modèle est possible, et elle en parle très bien là-dedans. Voilà du coup pour mes lectures de cette semaine. J'espère que ça vous aura plu, que je vous emmène avec moi comme ça dans la campagne, en petite balade. Enfin voilà, c'était vraiment très beau, très dépaysant. Et si il et elle passent par là, je les embrasse. Et à vous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces livres-là, si vous intéressent, des livres à me conseiller. À très vite, bisous!